Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du soir sur Inside News RDC. Nous sommes le lundi 24 novembre 2025. C'est un honneur de vous retrouver pour décrypter ensemble les mouvements qui façonnent notre nation, de Kinshasa aux confins de nos provinces. À la une de l'actualité ce soir, la diplomatie congolaise se déploie à Luanda. Le président Félix Tshisekedi est arrivé en Angola pour le 7e sommet Union européenne-Union africaine, une rencontre stratégique placée sous le signe du multilatéralisme et de la paix. Pendant ce temps, sur le sol national, la situation sécuritaire reste complexe. Si des voix s'élèvent pour saluer la fermeté de l'État face aux agresseurs dans l'Est, le sang a malheureusement encore coulé ce week-end. Des affrontements fratricides entre factions armées à Uvira et une attaque meurtrière de la milice Mobondo dans le Maine-Dombé endeuillent nos communautés. Nous ferons également le point sur les grands chantiers de la capitale, entre l'indemnisation des expropriés pour le projet des rocades et le pari audacieux du ministre Molendo Sakombi d'éclairer 4 millions de Quinois d'ici 6 mois. Le gouvernement tente d'accélérer la cadence. Enfin, nous ouvrirons une page société marquée par l'émotion et l'insolite à Cabinda, où des inondations ont provoqué une scène macabre en emportant des sépultures. Obligeons les autorités à des mesures d'urgence. Restez avec nous, l'information vérifiée et complète, c'est tout de suite sur Inside News RDC. Ouvrons ce journal par l'agenda diplomatique du chef de l'État. La République démocratique du Congo continue de porter sa voix sur la scène continentale. Le président Félix Tshisekedi a atterri ce lundi après-midi à Luanda, la capitale angolaise. Il y participe au 7e sommet Union européenne-Union africaine qui s'ouvre cet après-midi même. Ce sommet, qui se déroule sur 2 jours, les 24 et 25 novembre, revêt une importance symbolique particulière puisqu'il célèbre les 25 ans de partenariat entre les deux continents. Le thème retenu, promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme efficace, résonne particulièrement pour la RDC. Sur place, le chef de l'État retrouvera plusieurs de ses homologues, mais aussi des acteurs du secteur privé et de la société civile, pour définir les priorités de coopération des années à venir. Il faut noter que ce déplacement intervient quelques jours seulement après un dialogue de partenariat tenu à Kinshasa entre notre gouvernement et l'UE, où l'ambassadeur Johan Borgstam a notamment évoqué des investissements cruciaux comme le couloir vert Kivu-Kinshasa et le corridor de Lobito. Toujours au chapitre de la présidence, mais cette fois-ci sur le plan interne, une réorganisation majeure de la communication présidentielle a été actée. L'ordonnance a été lue hier dimanche à la télévision nationale. Monsieur Bienvenu Ilambo est le nouveau conseiller spécial en matière de communication du président de la République. Précédemment conseiller en communication de la Première Dame, il prend désormais les rênes d'une structure élargie. Cette nomination marque un tournant stratégique. Avec rang de ministre, Monsieur Ilango a pour mission de concevoir et piloter la stratégie globale de communication en veillant à l'harmonisation des messages entre la présidence, le gouvernement et les autres institutions. Désormais, l'ensemble des services, y compris le porte-parole et la cellule de communication, sont placés sous sa supervision technique pour garantir une discipline des messages et mettre fin aux cacophonies éventuelles. Quittons Kinshasa pour la province de la Tshopo, où la scène politique est en pleine ébullition. L'Assemblée provinciale de la Tshopo reprend ses droits. De retour à Kisangani, après un long séjour à Kinshasa, le président de l'organe délibérant, le docteur Mathéus Kanga Lundimo, a réaffirmé l'engagement des élus à insuffler un nouveau souffle à la province. Accueilli par une foule nombreuse et les militants de l'Union sacrée, il a souligné que la récente déchéance du gouverneur Paulin Lendongolia était un signal fort du renouveau attendu par la population. Selon le président de l'Assemblée, les effets de ce changement se font déjà sentir. Reprise des travaux de bétonnage au rond-point Canon, baisse de l'insécurité et amélioration de la desserte en électricité. Les députés provinciaux
entend désormais se concentrer sur la reddition des comptes avant d'examiner le budget 2026. La quête de la paix et de la stabilité reste le défi majeur de notre nation. Si la diplomatie s'active, le terrain militaire reste brûlant. Commençons par une note diplomatique liée à la crise du M23. À la suite de la signature de l'accord de paix à Doha impliquant le M23, l'alliance AFC et le gouvernement congolais, le président Tshisekedi a reçu des félicitations pour sa fermeté. Roland Ngoé, lobbyiste international, a salué dimanche cette posture qui vise à éviter l'infiltration des institutions et de l'armée. Pour cet expert, la résolution du conflit passe impérativement par le respect du droit international par les Nations Unies et la reconnaissance de l'agression rwandaise, tout en refusant de donner des primes de guerre aux seigneurs de guerre. Cependant, sur le terrain, la réalité est parfois tragique. Dans la province du Sud Kivu, la ville d'Uvira a connu un dimanche noir. Au moins 4 personnes ont perdu la vie ce 23 novembre dans des affrontements impliquant ce que l'armée qualifie de faux wazalendo. Selon le sous-lieutenant Mboyi Kalonji Regen, porte-parole du secteur opérationnel Sukola 2, ces désordres ont été provoqués par des échanges de tirs entre 2 factions rivales de ces groupes d'autodéfense, paralysant les activités dominicales. Le bilan fait état d'un militaire FARDC, 2 miliciens et 1 civil tué, ainsi que 14 blessés. L'armée est intervenue vigoureusement pour rétablir le calme, récupérant 3 armes de guerre. La situation est désormais sous contrôle, mais cet incident rappelle la volatilité de la présence des groupes armés locaux. Toujours dans l'Est, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu, le commandement militaire renforce sa présence. Le général-major Niembo Abdallah, commandant intérimaire de la 3e zone de défense, est arrivé sur place pour une mission d'inspection et de commandement. Accueilli par l'aérodrome de Kigoma, il est venu évaluer les opérations en cours et la collaboration entre l'armée et la population, se disant satisfait du travail de protection réalisé par les FARDC. La sécurité ne se limite malheureusement pas au Kivu. À l'ouest du pays, dans la province de Mai-Ndombe, l'horreur a frappé le village de Nkana, en territoire de Kwamut. Dans la nuit de samedi à dimanche, des miliciens Mobondo ont profité d'un effectif réduit des forces de l'ordre pour attaquer la population. Le bilan est lourd. 13 civils tués, dont 3 enfants de moins de 5 ans, et des maisons incendiées. L'armée a riposté, neutralisant 5 miliciens, mais déplore la perte d'un soldat. Le calme est revenu après l'arrivée de renforts et les opérations de traque se poursuivent. Dans le nord Kivu, l'ombre des rebelles ADF continue de planer sur le territoire de Lubero. 6 corps en état de décomposition ont été découverts ce dimanche dans la chefferie des Bazwaga. Selon la société civile, ces victimes auraient été tuées lors du récent passage des rebelles. Cette découverte macabre porte le bilan à plus de 90 morts en une semaine dans cette zone. Un chiffre qui glace le sang. Enfin, une tragédie a touché la communauté catholique à Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi. 2 fidèles ont été tués lors d'une veillée de prière à la paroisse Sainte-Famille, victimes d'une fusillade déclenchée vers 4 heures du matin dimanche. Selon la société civile, une altercation entre les sentinelles de la paroisse, apparemment en état d'ébriété, et les jeunes en trière serait à l'origine du drame. L'auteur des tirs est en fuite. Face à cette insécurité multiforme, l'opposition politique donne de la voix. Jean-Marie Henès, cadre du parti de Jean-Marc Kabound, a tenu un meeting samedi à Lemba. Son message au chef de l'État est tranché. Soit l'armée reçoit les moyens de bouter militairement les envahisseurs dehors, soit il faut convoquer un dialogue inclusif. Pour l'opposition, l'incapacité actuelle du gouvernement sert d'alibi aux agresseurs. Au-delà des conflits armés, la sécurité des Congolais passe aussi par le respect de leurs droits et la bonne gestion de nos ressources naturelles.
des rapports inquiétants nous parviennent des zones minières. D'autres. Dans la province du Lualaba, 2 ONG, IBGDH et AfriWatch, tirent la sonnette d'alarme sur la militarisation des sites miniers. Elles pointent du doigt l'inefficacité du gouvernement face aux violations des droits de l'homme, citant notamment un incident récent à la carrière de Moulondo. Ces organisations contestent le bilan officiel de 35 morts et affirment que des tirs ordonnés par un officier de la garde républicaine ont causé de nombreuses pertes parmi les creuseurs artisanaux. Elles exigent le retrait immédiat des militaires des sites miniers. Mène son de cloche dans la Chopo, où un rapport conjoint des ONG IPDHR et PELDDH dénonce une exploitation anarchique de l'or et du diamant. Entreprises chinoises opérant sans autorisation valide, coopératives hors la loi, pollution des rivières, le tableau est sombre. Le rapport révèle qu'entre 2015 et 2024, des millions de dollars de minerais ont été extraits dans une opacité totale, privant l'État et les communautés locales de revenus essentiels. Sur le plan de l'accès à la justice, une lueur d'espoir nous vient de l'Ituri. La MONUSCO a officiellement remis vendredi dernier un nouveau bâtiment au barreau de l'Ituri. Cette infrastructure, qui comprend des salles de consultation juridique gratuites pour les vulnérables, est une avancée majeure pour cette province meurtrie. Comme l'a souligné le bâtonnier Joseph Keta. C'est la fin du statut de locataire pour le barreau et le début d'une ère de professionnalisation accrue. Cependant, toujours en Ituri, la tension est vive autour du site de déplacés de Kigonze à Bunia. 23 déplacés y sont détenus depuis une semaine au cachot de l'armée. Ils sont soupçonnés de complicité avec la milice CRT après une perquisition des FARDC. Le comité des déplacés dénonce des conditions de détention inhumaines et clame l'innocence de ces personnes, tandis que la méfiance s'installe entre l'armée et les civils. Terminons ce chapitre par une note sociale importante en cette fin d'année. Le ministre des Droits humains, Samuel Mbemba, a lancé ce lundi un avertissement clair aux employeurs. Il les exhorte à payer les salaires et avantages dus aux travailleurs avant les fêtes de Noël et de Nouvel An, conformément au Code du travail. Chaque travailleur mérite de célébrer les fêtes dans la dignité, a-t-il martelé. Pour joindre l'acte à la parole, le ministre annonce qu'il recevra personnellement les travailleurs lésés chaque mardi à partir du 6 janvier 2026. Parlons développement et infrastructure, avec des projets qui transforment le visage de la capitale et de nos provinces. À Kinshasa, le projet des rocades sud-est et sud-ouest avance, et avec lui, la question sensible des expropriations. La commission interministérielle chargée du dossier a tenu à rassurer 2225 propriétaires ne possédant pas de titre foncier seront tout de même indemnisés. Georges Kochi, coordonnateur de la commission, a expliqué samedi que sur instruction du chef de l'État, le gouvernement aide ces familles à régulariser leur situation pour percevoir leur dû. Une approche sociale pour éviter de bloquer ce chantier stratégique lancé en août dernier. L'autre grand chantier quinois, c'est l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques, Molendo Sakombi, s'est lancé en pari audacieux, connecter ou reconnecter près de 4 millions de personnes au réseau électrique d'ici 6 mois. Ce dimanche, il a lancé une série de travaux à Kisenso, Lemba, Matete et Limete. Remplacement de câbles, renforcement de la puissance des cabines, comme à Lemba Salongo, pour stopper les délestages. Le ministre promet des résultats visibles sous 20 jours pour les zones concernées. L'assainissement de la ville est aussi au cœur des priorités. À Massina, la brigade spéciale de l'environnement a mené samedi une campagne de sensibilisation aux gestes écologiques pour soutenir la vision Kinshasa-Ezobonga. Parallèlement, la fin de la récréation a sonné pour l'occupation anarchique de la voie publique. Sur l'avenue Bokassa et à Lemba, les autorités municipales ont procédé au déguerpissement des marchés pirates qui obstruaient la circulation et gênaient les travaux de réhabilitation de la voirie. En province, la situation des infrastructures est parfois critique.
Dans le territoire de Beni, les localités de Kantine et Malaisé sont menacées d'isolement total. La route de desserte agricole est devenue un bourbier impraticable et les ponts s'effondrent. La population exige le remplacement de l'entreprise chargée des travaux, jugée inefficace. À Kikwit, dans le Kwilu, la société civile s'organise. L'ASBL Vie Nouvelle vient de lancer ses activités pour l'assainissement de la ville, prenant en charge l'entretien des marchés et cimetières en attendant un soutien matériel des autorités. L'actualité de ce début de semaine est également marquée par des drames humains et des catastrophes naturelles qui frappent nos compatriotes de plein fouet. Nous nous rendons d'abord à Cabinda, dans la province de Lomami, où l'impensable s'est produit. Les pluies diluviennes ont fait sortir la rivière Kabondo de Soli, inondant le cimetière de Bunduki. Les eaux en furie ont emporté des cercueils et des cadavres. C'est une scène de désolation. Des familles, en pleurs, tentent de retrouver les dépouilles de leurs proches récemment inhumés pour les enterrer une seconde fois. Face à ce risque sanitaire et moral, le vice-gouverneur a ordonné l'interdiction temporaire d'inhumer dans ce cimetière et a déconseillé la consommation de l'eau de la rivière. L'Office des routes est mobilisé pour tenter de canaliser le cours d'eau. Autre drame, cette fois sur le lac Tanganyika. Une embarcation, le Nilijiwa, a fait naufrage au large de Fizi. Sur la cinquantaine de passagers à bord, une vingtaine sous portée disparue. 2 corps d'enfants ont déjà été repêchés. La société civile dénonce le laxisme face aux conditions de navigation précaires qui continuent d'endeuiller des familles. La santé publique est aussi une préoccupation majeure. Dans le Olomami, le territoire de Bukama fait face à une flambée de choléra. En quelques jours, 65 cas ont été recensés et déjà 10 décès sont à déplorer, dont des victimes enterrées ce dimanche même. L'hôpital local est saturé et manque d'intrants. La société civile lance un cri d'alarme urgent aux autorités et aux humanitaires. À Bukavu, c'est le feu qui a ravagé le quartier Panzi dans la nuit de samedi à dimanche. Un incendie d'origine inconnue a calciné 20 maisons et réduit en cendres 6 salles de classe de l'école Twendelei. Heureusement, pas de pertes en vies humaines cette fois, mais des familles dorment désormais à la belle étoile. Malgré ces épreuves, la solidarité et l'espoir demeurent. Au Nord Kivu, dans le Masisi, le Programme alimentaire mondial, PAM, innove avec le projet Chakula Sokoni. 5000 familles déplacées reçoivent désormais de l'argent électronique pour acheter leur nourriture directement aux commerçants locaux. Une approche qui redonne de la dignité aux bénéficiaires et soutient l'économie locale. À Goma, près de 10 000 jeunes ont clôturé hier les journées diocésaines de la jeunesse. Dans un contexte sécuritaire tendu, Monseigneur Willy Ngumbi les a exhortés à être la lumière contre les antivaleurs, citant l'exemple du bienheureux Floribert Boinachui, martyr de la lutte contre la corruption. Et pour finir sur une note d'excellence, bravo à la Fondation Vodacom qui investit dans l'avenir de la jeune fille congolaise. Vendredi, 50 bourses d'études ont été remises à des jeunes filles brillantes dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEM. Comme l'a rappelé Pamela Ilunga, directrice de la Fondation, il n'y a pas de métier d'homme ou de femme, il n'y a que des métiers. Refermons ce journal par une page sportive glorieuse pour la RDC. L'AS Maniema Union a réussi une entrée fracassante en phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF. Au Stade des Martyrs, hier dimanche, les unionistes de Kindu ont battu les Tanzaniens d'Azam FC sur le score de 2-0. Christian Balako a ouvert le score juste avant la pause et Chadoma Mukeni a scellé la victoire en fin de match. C'est une victoire historique, la première du club à ce niveau de la compétition. Et elle est d'autant plus savoureuse qu'elle a été acquise face à l'équipe entraînée par notre compatriote Florent Ibenge. Au classement du groupe B, Maniema Union se positionne deuxième avec 3 points, juste derrière le Wydad de Casablanca. Prochain rendez-vous le 30 novembre face à Nairobi United.
félicitations aux hommes de Papikimoto qui visent la qualification pour le tour suivant. C'est la fin de cette édition. Nous retenons ce soir une RDC qui lutte sur tous les fronts, diplomatique à Luanda, militaire à l'Est et social au cœur de nos cités. Entre les défis de l'assainissement, les drames climatiques et la résilience de notre jeunesse, chaque jour écrit une nouvelle page de notre histoire commune. Chez Inside News RDC, notre mission est de vous apporter une lumière objective sur ces réalités. Loin des rumeurs et de la désinformation qui circulent trop souvent sur les réseaux sociaux. Vérifiez toujours vos sources et restez prudents. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point complet sur l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne soirée chez vous.